jeunesse sankariste. Monsieur Balima, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Coulibaly. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons 1 heure pour décrypter l'actualité nationale et internationale. Mais avant, je voudrais que l'on se penche d'abord sur l'engagement politique qui est le vôtre et sur celui de votre parti, l'Union des forces centristes, qui s'est dit un parti d'obédience sankariste. Première question déjà pour vous, c'est quoi le sankarisme? Ben, pour nous, le sankarisme, c'est se mettre sur les pas en matière de gestion politique du capitaine Thomas Sankara, qui a quand même fait la fierté de la jeunesse burkinabé, africaine, voire mondiale, par rapport à une gestion rigoureuse et ambitieuse des questions politiques. C'est pour nous, le sankarisme, c'est savoir incarner les aspirations de son peuple dans le concert des nations de façon rigoureuse, à la star de Thomas Sankara. Il y a des sankaristes dans la majorité, il y a des sankaristes dans l'opposition, il y a des sankaristes dans la société civile. Comment est-ce que vous expliquez, on va dire, l'émiettement de votre famille politique? Bon, c'est une question assez récurrente, mais nous disons pour notre part que tôt ou tard, les sankaristes sincères finiront par se retrouver, parce que le remplacement des grands hommes a toujours fait l'objet de diversité d'interprétations. Il y a aussi les égos, la guerre des égos, mais jusque-là, nous pensons que, qu'on le veuille ou pas, la sincérité de Thomas Sankara finira par l'emporter sur les petits calculs des uns et des autres, à tel enseigne que Thomas Sankara n'est pas exclu, mais dans une version démocratique, dans le respect, dans une vie constitutionnelle, dans un environnement qui a complètement changé, mais qui saura incarner les aspirations du peuple burkinabé. L'Union des sankaristes, c'est l'une des arlésiennes de la politique au Burkina. On en parle depuis des années. Oui, on en parle depuis les années, c'est comme ça, mais ce n'est pas pour autant que nous allons baisser les bras. Nous pensions depuis longtemps qu'il fallait se battre pour au moins la survie de la pensée politique sankariste. Je crois que c'est chose qui a été réussie, même si dans la pratique, compte tenu justement de notre dispersion dans la société civile à la majorité, il n'était pas rare d'entendre au moment de l'insurrection que ce sont les enfants de Thomas Sankara qui ont fait ça, même si la pratique s'est écartée complètement de ce qu'a été l'homme, à savoir son sens élevé de responsabilité, qui ne consistait pas à détruire des institutions républicaines, qui ne consistait pas à s'attaquer à des vies humaines le plus brutalement possible. C'est vrai que la révolution aussi a fait son lot de victimes, mais contexte oblige, ce n'est pas une opportunité pour nous d'excuser ou de justifier la violence subie par des Burkinabés sous la révolution, mais nous disons qu'il faut, on présente nos excuses, on réitère nos excuses au nom de Thomas Sankara au peuple burkinabé, à tous ceux qui ont été frustrés d'une manière ou d'une autre, et à toutes les familles affligées. Il s'est dit que beaucoup de ceux qui se proclament sankaristes aujourd'hui sont en fait des opportunistes. Les mêmes opportunistes que Thomas Sankara de son vivant a dénoncé. L'opportunité pour eux, c'est bel et bien la mort du père de la révolution burkinabé, qu'ils utilisent pour mettre, on va dire, du beurre dans leurs épinards. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que l'UFC fait partie de ce qu'on pourrait appeler ces nécrophages politiques qui prospèrent sur la mort de Thomas Sankara? Ben, si vous voulez, nous c'est pas pour rien, de façon à la limite particulière, nous avons essayé de nous détacher un peu de la bataille du label, autour du label Thomas sankariste, pour dire que nous sommes une force centriste qui a l'ambition de fédérer toute la jeunesse consciente et responsable et ambitieuse du Burkina Faso, et d'ailleurs pour aborder les questions de développement, les défis de notre pays, en tenant compte du contexte actuel. Nous disons que dans tous les cas, tous ceux qui font de Thomas Sankara
de la question sankariste et même des crimes impunis qui vivent de tous ces crimes-là, tôt ou tard finiront par être démasqués. Et je crois que les masques tombent un à un. L'UFC n'a pas à son compte aujourd'hui un acte anti-sankariste, un acte anti-peuple, même si notre attachement au compromis utile a fait à un moment penser que nous avons voulu rouler pour le pouvoir. Nous n'avons jamais voulu rouler pour le pouvoir de Blaise Compaoré. Nous avons simplement estimé, au moment de la question de l'article 37, qu'il était plutôt mieux de privilégier des réponses politiques constitutionnelles. On aura l'occasion d'en parler. Mais il se trouve que le président Thomas Sankara était assurément un homme de gauche. Et le régime du CNR qu'il a dirigé, on va dire, se réclamait ouvertement de cette internationale révolutionnaire, prolétarienne, anticapitaliste, anti-impérialiste. Vous êtes un homme politique du centre. Et sinon, on s'en tient, on va dire, à la dénomination de votre parti, le centre, c'est pas la gauche. En quoi est-ce que vous êtes sankariste? En quoi est-ce que vous incarnez cet idéal-là, représenté par le capitaine Thomas Sankara et la révolution d'où? Vous savez, un peu à l'instar de Thomas Sankara, qui était un peu la synthèse quand même de plusieurs visions. La révolution burkinabé par Thomas Sankara n'a pas revendiqué la gauche mal interprétée qui a cours dans certains pays. La révolution burkinabé se voulait porte-voix du peuple burkinabé, dans le contexte qui était le sien. Oui, mais il se trouve que le Conseil national de la Révolution était quand même animé par les organisations de gauche, pour ne pas dire même pour certains cas d'extrême gauche. Oui, mais aujourd'hui, de 84 à aujourd'hui, convenez avec nous que le contexte international a changé, convenez avec nous que la révolution pratiquée sous l'état d'exception, avec la division du monde en deux blocs, n'est plus une réalité. Il faut savoir contextualiser les choses aujourd'hui. Nous disons, l'ADN sankariste est fondamentalement à nous, mais nous sommes de ceux qui pensent que, de façon pragmatique, il faut tenir compte du contexte international aujourd'hui. Parce que nous ne sommes ni détenteurs de capitaux, encore moins des grands défenseurs des libertés. On ne peut pas aujourd'hui, fort de ce qui se passe à l'extérieur, le Burkina Faso ne peut pas continuer à s'enfermer dans une logique d'état d'exception. Donc nous avons pensé qu'il était nécessaire d'évoluer et nécessaire de nous ouvrir aussi aux autres Burkinabés qui ne sont pas forcément sankaristes, mais qui ne sont pas moins patriotes que les sankaristes. Alors, vous-même, vous étiez conseiller général du FSS, le Front de Force Sociale de Norbert Michel Tienbiogo. Voilà, aujourd'hui décédé. Dans toute la galaxie sankariste, quand vous avez quitté, on va dire, le FSS, est-ce que vous n'avez pas trouvé, je ne sais pas, un parti politique où déposer vos valises? Il a fallu que vous créiez l'UFC, l'Union des Forces Centristes. Certains diront un parti de plus. Est-ce que l'ambition, c'était d'être chef, vous aussi? Pas du tout. Nous avions pensé qu'il était temps de mettre l'UFC de porter l'UFC sur les ponts baptismaux, justement pour répondre à cette question d'émiettement. À un moment donné de l'histoire sankariste... Vous émiettez pour résoudre l'émiettement? Tout à fait. Tout à fait. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que vous aviez des sankaristes qui, pour avoir animé le CNR avec Thomas Sankara, se réclamaient plus sankaristes que les autres. C'était une question, et à la limite, nous avons constaté à un moment donné que c'était la guerre des égos des aînés, qui, pour des raisons diverses, même par moments, à la limite, qui n'avaient rien à voir avec le sankarisme, avec la politique, avec les problèmes du pays, s'opposaient. Et la jeunesse a pensé qu'il fallait se doter d'un cadre de retrouvailles qui pouvait être la jeunesse sankariste unie, par exemple. Et là, nous transcendons, nous ne sommes pas du tout liés par les guerres de tranchées, machin, entre les aînés. Nous avons voulu penser jeunes dans notre contexte. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés, un certain nombre de partis, un certain nombre de camarades et moi, issus d'horizons divers sankaristes, pour porter sur les fonds baptismaux de la jeunesse sankariste unie
finalement, nous avons pensé qu'il fallait continuer sur l'arène politique pour montrer l'exemple de transcendance possible entre les sankaristes. Qu'il était possible de se retrouver en dépit des divergences. Nous admettons les courants chez nous. Aujourd'hui, on a même, le débat a été mené, est-ce qu'il fallait appeler l'UFC un parti de centre-gauche? Ben, on a dit non, simplement un parti de centre, mais faisons en sorte que notre pratique nous confère le qualificatif de sankariste. Parce que si sur le label, les Burkinabés ont déjà entendu suffisamment de gens le revendiquer, même si leur comportement est resté abyssal par rapport à... Apparemment, la création de l'UFC n'a pas non plus résolu la question de l'unité. Bon, enfin, au niveau quand même de la jeunesse, nous avons réglé notre problème, même si, comme toute œuvre humaine, hein, ce n'est pas du tout parfait, nous pensons que le rêve est permis. Alors, créé en 2011, c'est ça, l'Union des forces centristes a participé à 2 compétitions électorales. Voilà. Mais vous n'avez ni député ni conseiller municipal. D'ores et déjà, je concède que l'UFC n'est pas le seul parti dans ce cas au Burkina. Il y a plein de partis qui n'ont ni conseiller ni député. Cependant, il y a lieu de vous demander, on va dire, à quoi vous carburez. Qu'est-ce qui vous fait avancer? Quelles sont vos ambitions? Ben, l'UFC, pour nous, il faut le dire clairement et tout de suite, n'est pas un club électoral. Hein. Nous ne sommes pas du tout un club électoral. Nous sommes un cadre de réflexion et d'action politique qui a l'ambition de se battre pour qu'ensemble les acteurs politiques acceptent que le jeu politique est réglementé est réglementé. Ça, c'est un combat. Aujourd'hui, on sait comment... je ne remets pas en cause tout de suite la légitimité de nos élus, mais on sait comment les partis se font élire. Mais la question essentielle, c'est de se demander qu'est-ce que ce nombre de députés qui semble être le critère de grandeur des partis-là apporte au pays, apporte à la démocratie. C'est toute la question comme ça. Aujourd'hui, l'UFC, avec 1 milliard, 2 milliards, moi je vous synchronise des meetings dans tous les stades de Burkina. Mais ça apporte quoi dans le débat, dans la qualité de la démocratie? Nous pensons qu'il faut vraiment, il est urgent qu'on se batte parce que nous sommes rentrés depuis la conférence de Bâle. Les gens se sont déclarés démocrates sans forcément l'être. C'est comme ça que nous fonctionnons dans un système à la limite sans vision. Je crois que nous faisons du combat du principe, pour le respect des principes et des valeurs, notre combat. Est-ce que vous ne vous reconnaissez pas dans la démocratie ou dans le modèle de représentativité, notamment par la dévolution du pouvoir du fait des urnes? Est-ce que vous ne reconnaissez pas ce modèle-là comme un modèle de démocratie, on va dire, acceptable ou achevé? Non, vous savez, ici, sous nos tropiques, on résume la démocratie à l'organisation régulière des élections. Non, la démocratie, c'est plus que ça. La démocratie est plus que ça parce que, curieusement, nous l'avons dit à notre entrée politique, par rapport au forcing que l'on fait aujourd'hui pour passer à la 5e République, par rapport à ce qui s'est passé les 30 et 31 autour du respect de la Constitution, nous disons simplement qu'il faut faire attention. Dans la même Constitution, les Burkinabés ont ce qu'on appelle les droits socio-économiques. Un Burkinabé a droit au logement, un Burkinabé a droit à la santé, un Burkinabé a le droit à l'éducation. Curieusement, ces questions, ces droits fondamentaux-là ne sont pas du tout mis en exergue. Ce sont les articles et les parties qui concernent les intérêts de la classe politique qui sont mis en exergue et qui font même beaucoup de problèmes. Nous disons simplement... Une sorte de prédominance des droits politiques sur les droits économiques et sociaux. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas du tout normal. Et nous avions pensé que de l'insurrection, nous allons sortir avec des pratiques plus indiquées, plus ambitieuses. Hein? Nous constatons qu'il y a une majorité. Aujourd'hui, j'ai dit, l'insurrection a emporté quand même une majorité. CDP confondu, ça faisait pratiquement 99 députés. Le CDP, lui seul, avait 70 députés. Est-ce que c'est pour autant qu'ils étaient en phase avec les aspirations du peuple burkinabé?
Le MPP, avec sa majorité aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en phase avec les aspirations du peuple burkinabé? Voici la question. On revient à cette histoire sociopolitique récente du Burkina Faso. L'UFC était au Front républicain lorsque le débat national achoppait notamment sur la question de la révision ou non de l'article 37 pour permettre notamment à l'ex-président Compaoré de briguer un autre mandat. Également sur la question de la mise en place, on va dire, du Sénat. Le Front républicain, en fait, que auquel vous avez participé, on va dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec la tournure des événements et les prises de position politiques que vous avez eues à l'époque, vous avez le sentiment que vous avez commis une erreur politique? Pas du tout. Pas du tout. Il faut qu'on s'explique calmement. Pas du tout, parce que c'est vrai, même vous, la presse, n'avez pas joué forcément le meilleur rôle à cette période difficile de notre histoire, parce que les gens ont tenu à catégoriser deux camps. La presse a couvert les événements. Oui, elle a couvert les événements. Elle a rendu compte de ce qui s'est passé. Oui, mais attention, les journalistes ont risqué leur vie pour couvrir l'insurrection et le coup d'État et plein de choses. C'est pas de ça que je parle. Quelqu'un a dit que quand on y prend garde, si on n'y prend pas garde, la presse vous amène à aimer les oppresseurs au détriment des opprimés. C'est un pouvoir exceptionnel que vous avez. Mais on a dit, pour revenir au fait, nous n'avons jamais, et ça j'ai toujours défié tous les Burkinabés, nous n'avons jamais été un soutien ni à Blaise Compaoré et à son régime, ni à la modification de l'article 37. Nous avons simplement eu l'honnêteté intellectuelle et politique de reconnaître que la légalité de la modification de l'article ne se posait pas sur le plan légal. Ne se posait pas. C'était une question d'opportunité. C'était une question éminemment politique qui, de notre point de vue, ne pouvait pas avoir de solution carrée. D'abord, ça a commencé par les réformes politiques. Le CCRP, nous n'avons pas participé au CCRP. Nous sommes allés aux assises nationales pour dire aux CCRPistes, d'accord, vous avez proposé des réformes au pays, mais malheureusement, vous vous limitez aux réformes institutionnelles. Les attentes politiques et les attentes sociales du peuple la dépassent ça. Nous étions d'accord pour les réformes. Si vous voulez, si quelqu'un vous disait avant les élections qu'on allait trouver la formule pour fabriquer un Sénat illégal, anticonstitutionnel, pour que le pays continue, et j'allais dire ancienneté, c'est ça, personne n'aurait cru. Mais ça a été une réalité. Les questions politiques n'ont pas a priori de solution carrée. Non. Ce que l'histoire nous a montré, oui, c'est que d'un point de vue, on va dire, de la situation socio-politique qui prévalait au Burkina, au-delà de la question du débat, on va dire, juridique, purement, il y avait la question politique. Le Front républicain était clairement positionné comme étant un front qui soutenait la modification de l'article 37 et la mise en place du Sénat. Non, c'est pourquoi je parle, c'est pourquoi je dénonce un peu avec, permettez-moi, le Front républicain n'a jamais, non, premièrement, le Front républicain n'a pas été un regroupement, comme on le dit, dans le sens de camp majorité-opposition. Non, pas du tout. Le Front républicain, c'est cet ensemble de partis, c'est un cadre de retrouvailles entre des partis de l'opposition. Même si certains souffraient, refusaient le statut d'opposition, d'opposant à certains partis, c'est la loi. Il fallait coûte que coûte prospecter les solutions constitutionnelles au débat de l'article 37. À tout le moins une solution politique, au lieu de prôner, au lieu de nous retrouver là où nous sommes. La preuve, l'histoire a montré que on aurait pu trouver, si les acteurs avaient fait preuve de sincérité et de patriotisme, on aurait pu économiser toutes ces vies perdues et toute cette économie rendue exsangue aujourd'hui. Est-ce que vous contestez que sur la période de 2014, dans le dernier trimestre, est-ce que vous, sur l'année, disons, est-ce que vous contestez qu'il y avait deux camps antagonistes par rapport aux questions politiques de mise en place du Sénat et de révision de l'article 37? Je conteste qu'il y avait deux camps parce que l'opinion a été... Entre les marches et les contre-marches? Non, les marches et les contre-marches parce que les gens ont pris les positions individuelles du CDP qui, somme, n'étaient pas anticonstitutionnelles, elles étaient simplement inopportunes.
pour des positions du Front républicain. Vous ressortez tous les textes, et ça, c'est des choses qui sont accessibles. Le Front républicain ne parlait que des réformes constitutionnelles. C'est vrai, le Sénat a fait l'objet d'un consensus, et il y en a plein qui sont aujourd'hui, qui ont des insurgés, qui étaient les grands penseurs des réformes politiques au CCRP. Ça, ce n'est pas un secret. Si vous voulez, aujourd'hui, la liste, le parti dirigeant aujourd'hui au pouvoir, ben, il y avait plein d'animateurs. Ce sont eux qui ont fait la liste du CDP qui devait participer aux réformes politiques. C'est pour simplement dire que le soutien à la modification de l'article 37, qui était un point non consensuel, n'a jamais été la position officielle du Front républicain. Ça n'a jamais été une position officielle du Front républicain, même si dedans, parce que le Front républicain, on l'avait même dit, c'était une union dans la diversité pour chercher ensemble, chacun fort de sa petite expérience, quelle pouvait être une solution, la solution la plus pacifique possible et la plus républicaine possible. Voilà. Okay. Toujours est-il qu'au sortir de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, vous étiez en alliance avec la NAFA, qui est la nouvelle alliance du FASO, pour soutenir notamment la candidature de Djibril Bassolé à la présidentielle de novembre 2015. Est-ce que vous direz que Djibril Bassolé est sankariste ou qu'il était le candidat qui incarnait le mieux l'idéal sankariste? Nous avons été un parti qui s'est battu dans la classe politique, et ça, le CFOP, je parle sous le contrôle du CFOP, hein, qui s'est battu à l'intérieur du CFOP pour que l'on aboutisse à une solution responsable par rapport à ce débat de l'article 37. Et pour rappel, à un moment donné, pour avoir pris part aux réformes politiques, nous avons été retenus comme membres du comité de suivi de la mise en œuvre des réformes politiques. Nous avons dit, de la nature, de la forme, des institutions politiques, tout se discute. Tout se discute. Tout se discute, c'est par rapport à l'opportunité, c'est par rapport à la faisabilité, c'est par rapport aux objectifs politiques que les choses se dessinent. Il n'y a pas quelqu'un qui dit le contraire. Nous disons simplement que Djibril Bassolé est plein d'officiers, et même les officiers de notre armée, les généraux, moi, il faut leur rendre hommage, ont contribué à une solution pacifique de cette grave crise que notre pays a traversée. Nous l'avons trouvé, pas qu'il était sankariste, ce n'était pas la préoccupation. De notre point de vue, il a incarné la modération et la responsabilité qui méritaient notre soutien. Étant donné que même nos frères sankaristes qui ont activement pris part à l'insurrection n'ont pas brillé par la défense des principes après et ont contribué à mettre la Constitution même de côté, alors que c'est son respect qui a amené tout ce problème. C'est le non-respect, on a dit, ben voilà, c'est légal, c'est moral, on a quitté la légalité. Souvenez-vous, le dernier dialogue direct entre opposition et majorité, il s'était agi principalement que les acteurs se prononcent par rapport à la légalité, oui ou non, de la modification. Constitutionnellement, pour ceux qui sont honnêtes, ça ne souffrait pas de problème. Mais je dis, les choses se sont déterminées par rapport à des questions de rapport de force politique. Mais qu'à cela ne tienne, quel que soit le camp qui l'a emporté, le respect de la Constitution ne devait pas souffrir d'ambiguïté. En quoi la transition a été respectueuse de la Constitution? Quel modèle de transition vous aurez préféré alors? Non, le respect d'une Constitution, il n'y a pas. Blaise Parti n'a pas amené la Constitution en Côte d'Ivoire. Hein? La Constitution est là, le Conseil constitutionnel était là. Que Blaise ait été victime d'une foudre ou de n'importe quoi, aujourd'hui, Roch, c'est le fonctionnement institutionnel. Les gens ont confondu, ont personnalisé le débat. Le CDP a été confondu je ne sais pas, à la Constitution, Blaise a été confondu à la Constitution, Sungalo Ouattara a été confondu à la Constitution. Voilà. Nous n'avons même pas mis ni la forme, encore moins le fond constitutionnel dans les organes de la transition. Et aujourd'hui, les révélations, même des transitaires, sont assez édifiantes. Voilà.
Donc c'est pour dire simplement que quand on parle de si c'est seulement le respect de la Constitution qui a justifié l'insurrection, la transition ne devrait pas souffrir d'ambiguïté parce que la Constitution est là et elle a réglé toutes les questions de dévolution de pouvoir. Même si le Burkina est envahi aujourd'hui et il faut on déporte notre capitale ailleurs, la Constitution a prévu tout ça. Mais le plus sereinement possible et le plus froidement possible, les experts en respect de la Constitution ont écarté la Constitution sans qu'aucune autorité morale, religieuse de ce pays-là, malgré toutes les dérives de la transition, ne dénonce quoi que ce soit. Alors, du général Bassolé, parlons-en et on entre de plein pied, on va dire, dans le décryptage de l'actualité nationale. Des écrits, en tout cas, parus cette semaine, font état du fait que l'ensemble des charges qui sont retenues contre lui, disons qui étaient jusque-là retenues contre lui, ont été abandonnées, à l'exception, bien entendu, de l'accusation de trahison. Comment est-ce que déjà vous avez, comment est-ce que vous voyez, on va dire, l'évolution de ce dossier judiciaire? Vous voyez, si le cas Djibril Bassolé, on ne se gêne pas du tout, est un exemple parfait du gangstérisme de notre État depuis la transition à aujourd'hui. C'est pas trop fort comme c'est pas trop fort. C'est du gangstérisme pur et simple. Si vous voulez, on pourrait même appeler ça la culture, c'est le corlouisme si ça existe. Voilà. On ne peut pas, ce n'est pas parce que c'est lui, et malheureusement, nos prisons regorgent de Burkinabés qui souffrent comme ça de leur violation de droits. Je suis de ceux qui sont fondés à croire que si nos détenus là aujourd'hui avaient la possibilité de s'offrir les services d'avocats, comme Djibril Bassolé, 90% de ces détentions-là seraient déclarées détention arbitraire. C'est un exemple parfait de la haine des Burkinabés contre des Burkinabés, de l'instrumentalisation. On ne peut pas construire comme ça. Il nous a dit, un mea culpa, il semble que ça sauve dans ce pays-là et que ça efface tout. Le général Gilbert Gengéré a dit que la seule chose qu'il regrettait le plus était le coup d'État, le push du 16 septembre. Et ça aussi, sans le défendre, je dis, toutes les forces morales de ce pays, religieuses de ce pays, qui n'ont pas pu lever le petit doigt par rapport à toutes les dérives de la transition, ne sont pas moins responsables du putsch que le respect. Non. Le non-respect de la Constitution dans la transition a été un putsch classique, applaudi et soutenu par tout le monde. Alors, si on cultive le mensonge d'État, souffrez que je vous dise qu'on n'est pas sorti de l'ornière. Ça pose un problème. Le général Djibril Bassolé est entendu dans une procédure judiciaire devant le tribunal militaire. Oui. Vous considérez que c'est un prisonnier politique? Ce n'est pas moi qui le considère. Djibril Bassolé n'est pas à la MACA pour des questions religieuses, il n'est pas à la MACA pour avoir participé à une fête de je ne sais quoi. On accuse Djibril Bassolé d'avoir participé à un coup d'État. Et simplement, sur la base de présumées écoutes téléphoniques entre quelqu'un avec qui il a l'habitude d'échanger, il a eu l'occasion d'échanger compte tenu de ses responsabilités, parce que quand même le président de l'Assemblée nationale et l'ex-ministre des Affaires étrangères, vu le rôle que le Burkina Faso a joué dans le dénouement de la crise ivoirienne, humainement ils peuvent garder des relations. Et appeler son voisin, je ne sais pas, même si on considère que ces écoutes-là. Est-ce que vous avez écouté l'amende? Tout à fait. Ce qui est censé être l'amende. Tout à fait. Moi, je ne suis pas un authentificateur. Mais je dis simplement qu'il y a deux experts, deux grands experts de la question, qui ont auditionné la BAN, qui n'ont pas pu, d'abord, ils n'ont pas eu accès à l'original de la BAN, ils n'ont pas pu l'authentifier, ils estiment que selon les normes
des appareils, les fréquences même de ces écoutes-là proviendraient plus d'Internet que d'un téléphone mobile classique. Voilà. Donc nous disons simplement que il faut qu'on fasse attention. On me dit, Balema, écoute, il n'y a jamais eu de justice des vaincus. Oui, mais heureusement que nous, les invincibles. Est-ce que c'est de ce Burkina où on se terrasse de façon cyclique là, qu'on rêve pour nos enfants, où on se bat pour asseoir des principes sérieux pour la postérité? That is the question. La question de la justice, en tout cas, et de la réconciliation nationale divise l'opinion nationale au Burkina. Comment est-ce que vous appréhendez cette problématique-là? C'est sans trop... avec beaucoup d'humilité, nous disons que depuis 2011, date de création de notre parti, alors que toute la classe politique, tendance opposition, ne parlait que d'alternance, nous étions l'une des rares voix qui disait qu'il fallait aller à la réconciliation pour éviter une alternance, non seulement pour l'alternance, et probablement même violente. Depuis les événements de 1998, le rapport du Collège des sages a préconisé le triptyque vérité, justice et réconciliation. L'ancien régime, animé par les mêmes d'aujourd'hui, a eu la parade de sauter le stade de la vérité, la justice, pour faire une réconciliation qui n'a pas marché. Aujourd'hui, après les événements de 30 et 31, on continue, quand vous discutez avec les Burkinabés, oui, la réconciliation ne saurait se réaliser sans justice. Nous disons qu'il faut faire attention, le triptyque a établi ses limites. Il faut penser à autre chose, parce qu'on ne peut pas laisser la question de la réconciliation entre les mains de ceux qui vivent de l'impunité. Voilà. La question de la réconciliation ne saurait être confiée à des hommes politiques pour se régler des comptes. Quand nous parlons de réconciliation à l'UFC, nous pensons notamment aux familles affligées qui sont en marge de ce combat-là. Donc nous avons préconisé, si vous voulez, le triptyque vérité, réparation et réconciliation. Ça aura l'avantage parce que je ne vois pas qui aujourd'hui, mieux que les tenants du pouvoir actuel, connaissent la vérité par rapport aux crimes de sang, par rapport aux crimes économiques de ce pays. Vérité, réparation, oui, et réconciliation. Et réconciliation. Parce que sans la justice. La première étape, non. Sans la justice, parce que de toute façon, la justice est prise en otage et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, tout le monde le constate. Depuis 1998, aucun dossier n'a bougé. Et même plus, aucun dossier n'a bougé. Tous les dossiers phares de la République, je ne vois pas. C'est pour ça que nous préconisons. Est-ce que parce qu'aucun dossier n'a bougé, que l'UFC aujourd'hui peut s'octroyer le droit d'avoir une position, on va dire, qui s'assimilera à une position qui fait l'apologie de l'impunité? Pas du tout. Pas du tout. C'est au contraire ceux qui s'attachent à la formule inopérante qui a établi toutes ses limites et dont on ne sait même pas comment elle va se mettre en œuvre là, qui sont les promoteurs de l'impunité. Ça, je rends. L'absence de justice, c'est quand même... La justice, c'est quoi? Vous savez, toute justice n'est pas forcément contentieuse. Il y a ce qu'on appelle, nous, Africains, ce que la justice africaine s'appelait une justice de conciliation. Parce que la justice peut être de conciliation comme elle peut être contentieuse, coûte que coûte, il faut que l'un ait raison sur l'autre. Soit, mais nous sommes en République. Oui, mais la République... Ça ne va pas se régler sous l'arbre à palabre. C'est pour ça, ce n'est pas ces questions d'impunité là, nous ne sommes pas les seules nations à les expérimenter, à les vivre, c'est dommage. Mais nous disons qu'il faut, parce que de cette bataille-là, aujourd'hui, hier, le CDP au pouvoir n'a pas pu respecter le triptyque vérité, justice et réconciliation. Aujourd'hui, le MPP, non, point de réconciliation sans justice. On nous dit première étape, vérité. Qui dit la vérité à qui dans ce pays?
Vous connaissez la vérité mieux que ceux qui sont là au pouvoir depuis 82 jusqu'à aujourd'hui là? Si c'est sur vous et moi qu'on compte pour avoir la vérité dans ce pays, on ne l'aura pas parce que nous ne l'avons pas. On nous dit justice. Monsieur Coulibaly, je vous dis qu'une fois que nous engageons un procès, et la plupart du temps devant les tribunaux, les gens ont plus peur. Les gens ont plus peur de la prison devant les tribunaux. Les gens cherchent à avoir raison devant les tribunaux que de dire la vérité. Un procès remporté ou perdu, on se sépare là-bas, point barre comme dirait l'autre. Si vous pensez, chacun cherche à s'échapper. Donc, ce ne sont pas, et ceux qui pensent, nous voyons un peu l'esprit de ceux qui défendent ce triptyque-là depuis un certain temps. Il semble que c'est l'envie, l'esprit d'une certaine pédagogie. Mais pour enseigner, il faut donner l'exemple. En fait, le modèle qui dérange, permettez-moi le terme, dans la réparation que vous proposez, c'est comme si quelque part, vous dites qu'il faut acheter. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que les familles affligées ont besoin que leur douleur soit reconnue et prise en charge par la nation. C'est important. Parce que, imaginez-vous, des gens, des familles ont perdu des parents et par moments même n'ont pas su à quelle porte taper au bon moment pour se faire rendre justice. Et je dis, ce ne sont pas ces dossiers phares là seulement qui constituent le fond de l'impunité dans notre pays depuis 82, les années 82, où les jeunes officiers sont descendus dans l'arène politique, mais ils n'avaient que ça comme argument. Le pouvoir était au bout du fusil. Le pouvoir était au bout du fusil. Mais on rend justice à qui et on laisse qui de façon équitable. Quelle victime n'a pas été burkinabé? Quelle victime a été plus burkinabé que les autres? Voilà la question. D'accord. On va évoluer parce que le temps qui nous est imparti s'écoule rapidement. Cette semaine, l'actualité nationale a été également dominée, on va dire, par la grève des routiers. Dans le développement de ce conflit social, on va dire que les grévistes, en tout cas, ont été reçus par le chef du gouvernement qui a dû regretter les propos de son ministre de la Sécurité. Ils sont allés finalement au palais de Koscielny, mais ils ont été reçus par le chef de l'État. L'affaire donc s'est déportée sur le président du Faso. Et comment est-ce que vous avez vécu, on va dire, ce mouvement d'humeur des routiers et tous les développements qu'on a eu autour de cette affaire? Moi, je crois que c'est encore une fois la preuve que nous ne sommes pas bien partis pour la culture démocratique. Je constate une fois que nous ne sommes pas en train de défendre les valeurs républicaines. Un incident malheureux, on me dit que c'est au nom du respect des normes communautaires. Nos chauffeurs refuseraient de payer les taxes communautaires, mais ils ont posé un problème. Je ne rentre pas dans les détails. Les chauffeurs disent que quand ils payent la taxe, la dite taxe, de la frontière de Saint-Quincé jusqu'à Lomé, ils ne sont embêtés par personne. Mais paradoxalement, de Saint-Quincé à Ouaga, au Burkina, ce sont des tracasseries, ce sont des raquettes policières. Ils ont posé le problème et malheureusement, ça s'est terminé par des bastonnades. Mais qu'un ministre d'État, représentant l'État, incarnant l'État dans un État de droit, en vienne même discrètement, à faire l'apologie de tels actes. Ajouter à cela toutes les violations massives des droits de nos compatriotes par les Kourouégos. Moi, je n'ai rien particulièrement contre les Kourouégos. Mais je dis la version actuelle n'est soutenable par aucun démocrate sincère de ce monde. Aucun démocrate sincère de ce monde ne peut soutenir cette pratique des Kourouégos. C'est une déviation complète. Donc, nous disons, nous avons suivi l'actualité. Le Premier ministre a reçu les syndicats
Entre-temps, l'affaire s'est déportée chez le Mogo Naba Samultil. Entre-temps, pour finir devant le président Roch. Sans que l'on entende l'intéressé, c'est aussi républicain et élégant. Nous sommes tous des hommes, ne se trompent que ceux qui n'agissent pas. Le ministre d'État Simon Compaoré aurait pu présenter ses excuses publiques à ces Burkinabés frustrés par ces propos-là, que la solution aurait été trouvée le plus tôt possible. Alors, ce gendarme qui passe à tabac un homme à terre, qui est censé être en tout cas un chauffeur routier, l'image a fait le tour en tout cas des réseaux sociaux et des médias. C'est une image qui vous a choqué? Complètement. Profondément. Et également une autre image. Vous savez, dans les événements du Putsch, une dame en grossesse et à terme a été incarcérée dans une de nos prisons et a même failli accoucher dans la prison là-bas. Elle a commencé son travail autour de 21h, elle a frappé à la porte pour qu'on vienne l'ouvrir. C'est pratiquement à 6h du matin qu'on a ouvert la prison, l'a menée directement en clinique, complètement finie, pour mettre au monde un enfant qui n'a rien à voir avec ce qu'on reprocherait à sa femme. À sa mère. À sa mère, passez-moi l'expression. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça, ce sont des pratiques? Même les captifs de guerre, même la guerre est réglementée. Donc c'est insidieux, mais c'est aussi violent, c'est aussi barbare. Il faut qu'on ait le courage d'accepter que c'est dommage. On ne remplace pas l'injustice par un mensonge d'État. On ne remplace pas l'injustice par un État de non-droit. Non. Alors, la grève a aussi eu ses désagréments, des centaines de passagers déversés sur les routes, voilà, par les transporteurs, des centaines de camions bloqués au niveau des barrages routiers avec des produits périssables. Voilà, c'est une situation assez difficile, la pénurie d'essence qu'on a commencé à connaître dans la ville de Ouagadougou, alors que le problème aurait pu simplement être résolu, en tout cas selon certains analystes, par une simple plainte devant les juridictions. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire non plus l'économie de cette grève-là? Oui, ben, écoutez, il faut reconnaître aujourd'hui que la capacité d'encaissement de notre peuple s'est considérablement réduite. Esprit d'insurrection oblige, les gens sont aux aguets aujourd'hui, personne n'entend se laisser faire. Et c'est légitime. C'est légitime parce que toutes ces libertés, le respect de toutes ces libertés, beaucoup de promesses ont été faites au Burkinabé. Donc c'est la faute à l'insurrection? Ce n'est pas la faute à l'insurrection. Je dis simplement, c'est la faute au commanditaire de l'insurrection, si vous voulez, parce que c'est quoi? L'insurrection a été simplement un prétexte, même si je dis à certains des amis qui se réclament insurgés, ils n'ont jamais été des insurgés. Par définition, l'insurrection est une insurrection populaire. C'est ce qui se dit. Alors si vous estimez qu'il y a des gens qui ont commandité l'insurrection, insurrection populaire, ça veut dire quoi? C'est le peuple qui s'est insurgé. Par voie référendaire? Parce que c'est le seul mécanisme en démocratie, il n'y a que des insurrections dans les urnes et c'est ce qu'on constate partout. Le peuple français s'est insurgé contre la vieille classe politique qu'elle a débarqué, mettre une nouvelle classe. Au Sénégal, à côté, on a vu les gens s'insurger dans les urnes, mettre Ouad de côté. En 1789, les Français ils ont quand même décapité les rois. Nous sommes en 2017 aujourd'hui, M. Koulibaly. Vous êtes révolutionnaire? Non, mais je ne suis pas. C'est justement là-bas qu'il faut voir les choses. Il faut pouvoir, la capacité de contextualisation des choses est très importante. On ne peut pas continuer à rêver. Moi, je ne rêve pas d'un état d'exception au Burkina Faso pour faire une révolution. Mais je dis, par la bonne gouvernance, on peut marquer les esprits, on peut incarner les aspirations de ce peuple et rentrer dans l'histoire par la grande porte. Je ne compte pas sur la brutalité
comme mode de gouvernement pour me rendre utile au Burkinabé. Et puis il y a ce sujet aussi qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il s'agit de 235 missions effectuées sans pièces justificatives à l'Assemblée nationale. L'information est donnée par notre confrère du Courrier confidentiel dans sa parution du 10 août dernier. Le journal qui se réfère à un rapport, en tout cas du comité ad hoc, chargé notamment du contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale, lequel comité a été mis en place à la demande du président Diallo. Comment est-ce que vous avez reçu cette information sur la gouvernance à l'Assemblée qui semble quelque peu avoir, on va dire, des difficultés? Bon, de toute façon, comme ça, si nous avons appris l'information comme ça, et je lisais sur le net un démenti, par exemple, du camarade Benimoundé Sankara, qui semblait avoir se défendre et qu'il a justifié, il n'est pas dans le lot. En dépit de vos divergences, il reste votre camarade. C'est un camarade. C'est pas ça, c'est pas... C'est juste une parenthèse. Voilà. Mais c'est pour dire que, vous savez, ce qui est dérangeant dans cette situation d'après-insurrection, moi, nous avons parlé aussi des réformes politiques où on parlait du Sénat, qu'on a estimé budgétivore inutile, même si ça aurait pu être une institution de transition par rapport à la grave crise que nous avons connue. Le budget du CNT, je vous informe que toutes les assemblées nationales, avant l'insurrection, celle qui a le plus été dotée, la plus été dotée, n'a eu que 5 milliards. Le CNT a fonctionné avec un budget de 12 milliards. Aucun Burkinabé n'a pu dire en 13 mois, est-ce que c'est bon? On a même dit par moment que c'est bon. Ben, écoute, les gars du CNT là, même s'ils prennent 2 milliards, c'est bon, parce que l'essentiel que Blaise et François soient partis. Comme si le Burkina se résumait à Blaise et à François. Non, c'est la culture des principes, c'est la promotion des principes démocratiques qui a amené, qui était censé avoir amené les Burkinabés dans la rue pour se faire gouverner démocratiquement. Aujourd'hui, heureusement que c'est le chef de l'institution qui pose le problème. Attendons de voir. 235 missions, je ne sais pas, est-ce que peut-être qu'ils ont fait un tour en enfer. 235 missions pour une institution, pour un pays dont on ne voit même pas les différentes missions parlementaires, gouvernementales. Jusque-là, le peuple burkinabé ne sent pas l'impact de toutes ces missions-là dans le panier de la ménagère. Est-ce que quand même vous retenez que le fait d'avoir commandité, on va dire l'enquête déjà est un effort dans la gouvernance? Dans la gouvernance, c'est un principe respectable. Attendons que les justifications et les justificatifs des uns et des autres nous édifient. Voilà. Il semblerait que c'était aujourd'hui la taupe de la maison. Je ne sais pas combien de taupes il y en a dedans, mais le peuple burkinabé, au nom de la transparence qui doit accompagner toute gouvernance démocratique, attend. Alors je voudrais qu'on prenne une minute pour parler de la jeunesse. Hier, 12 août, c'était la journée internationale de la jeunesse qui a été célébrée à travers le monde. Sur le cas de la jeunesse, je voudrais qu'on s'intéresse à quelques chiffres. 905 000 candidats qui postulent au concours de la fonction publique pour 11 000 postes à pourvoir. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous parlent? Est-ce que vous vous interrogez sur la problématique, on va dire, de l'avenir de cette jeunesse-là au Burkina? Oui, mais ce sont des chiffres inquiétants. Inquiétants. Ce sont ces compatriotes, cette jeunesse en âge de se donner pour le pays, qui ne sait pas où mettre de la tête, où donner de la tête, là, qui pose un problème. Ça pose un problème. Et malheureusement, l'incident même autour des transports, l'incident Simon et les transporteurs, a impacté même des candidats qui devaient quitter la province et venir composer. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas, la question du chômage des jeunes, la question de l'employabilité des jeunes,
sont des questions qui ne peuvent trouver de solutions que sur la base d'une vision claire. Nous avons un problème de visibilité, de lisibilité par rapport à la vision avec laquelle on dirige notre pays depuis un certain temps. Voilà. Aujourd'hui, le privé, on ne peut pas, dans un passé récent, c'était le public qui était le seul employeur. Nous sommes aujourd'hui dans un pays à la limite qui reflète des conditions, des critères d'insécurité, d'instabilité, toutes choses qui n'appellent pas des investisseurs. Est-ce que quelque part, ce n'est pas notre modèle éducatif qui pose problème? Parce que cette question de la jeunesse, on va dire, tous les hommes politiques de toutes les tendances confondues de toutes les générations, véritablement n'ont pas su apporter des réponses, on va dire, acceptables à la problématique de l'emploi des jeunes. La question de la formation ne peut venir que d'une vision. On fait quoi? Vous savez, après la période coloniale, le colon, pendant la période coloniale, le colon avait besoin de quelques certifiés parlant le français pour expliquer, pour servir d'interprète. Aujourd'hui, le Burkina a besoin de quoi? On ne peut pas naviguer à vue et régler les problèmes. Et la question de la formation de la jeunesse par rapport à des métiers et non des diplômes qui ne créent que le chômage se règle exclusivement sur la base d'une vision. Nous n'avons jamais su, c'est vrai, la courte période du CNR a quand même donné l'exemple des centres de formation dans plusieurs domaines, a appris les Burkinabés à ne compter que sur eux-mêmes, à se battre, mais après cette période-là, nous avons des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? L'essentiel, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Alors, on a quelques minutes pour parler de l'actualité internationale. On va commencer notamment par le Kenya, avec la victoire annoncée de Uhuru Kenyatta face à son opposant de toujours, Raila Odinga. 11 morts, 100 morts, ce qui est sûr, il y a la guerre des chiffres par rapport à ce décompte macabre, voilà, auquel on assiste. Disons que le scénario du pire pour le Kenya semble en tout cas se dessiner après cette présidentielle. Comment est-ce que vous analysez, on va dire, la situation au pays de Jomo Kenyatta? La situation au pays de Jomo Kenyatta, comme dans beaucoup de pays africains, est pratiquement la même. Et je dis à ceux au Burkinabé qui pensent naïvement, à tort ou à raison, que écoutez, on n'est pas content, l'insurrection a été trahie, d'ici 2020, on les balaye. Je dis il faut faire attention. Il faut faire attention, les élections ne se gagnent pas le plus simplement comme ça. Moi, je n'ai rien contre une victoire propre et régulière du MPP en 2020, mais je dis qu'il faut que ce soit une victoire issue d'élections transparentes et équitables. Pas d'une catastrophe comme celle qu'on a connue en 2015 avec les exclusions de forcing, non. Moi, je suis respectueux de la volonté des peuples. Ceux qui pensent simplement que, parce qu'aujourd'hui, la plupart des partis au pouvoir peuvent gagner des élections sur logiciel, ils peuvent gagner des élections sur fichier. Est-ce que vous accordez foi justement aux déclarations de Raila Odinga sur la manipulation des fichiers électoraux? Si ça n'a pas fait l'unanimité, Raila Odinga, même si je ne suis pas son défenseur, n'est quand même pas, c'est quand même Raila Odinga, dont le père a été un adversaire à Jomo Kenyatta, le père de Uhuru actuellement. C'est quand même un averti des questions politiques et je crois que c'est aujourd'hui une voix expérimentée, connaissant le dossier qui parle. Est-ce que les Kenyans ne sont pas pris en otage quelque part même par ces deux familles? C'est les Kenyans qui ont voulu comme ça. Je crois qu'une troisième voie aurait pu se dessiner,
Mais si ça plaît aux Kenyans, je constate quand même que de part et d'autre, chacun a des partisans. Donc, une fois de plus, il ne suffit pas de s'asseoir le plus tranquillement possible dans son salon et aller espérer déboulonner une équipe qui est au pouvoir le plus tranquillement possible. Il faut se battre pendant qu'il est temps, dans la légalité, pour la transparence. Alors, on va terminer rapidement sur le Venezuela, où le président Nicolas Maduro et le régime chaviste, en tout cas, sont fortement contestés. Une contestation politique sur fond de crise économique sévère. Dans l'analyse, est-ce que vous direz que c'est le modèle économique et social de la révolution bolivarienne qui est remis en question? Là, je ne peux pas cacher l'homme de gauche qui se cache à moi. Je dis, la question est plus complexe que ça, parce que le Venezuela est dans un environnement assez difficile, qui a eu fort maille à partir avec l'impérialisme. Aujourd'hui, je crois que les Occidentaux, les États-Unis en tête, pensent que c'est après le défunt président, c'est le moment d'avoir la peau du Venezuela. Mais malheureusement, il semble y avoir des Vénézuéliens qui ne pensent pas comme ça. Et je crois qu'il faut respecter la souveraineté des pays, il faut accepter la volonté populaire. Il faut arrêter de nous faire croire que c'est le modèle occidental, c'est le modèle américain qui sont les meilleurs. Je crois que si l'équipe de Maduro jouit d'une légitimité, mais je déplore quand même l'excès de l'usage de la force sur les manifestants. Ça, c'est à condamner, mais c'est aux manifestants aussi de fréquenter moins les salons filtrés et feutrés de leurs voisins pour venir déstabiliser le pays, parce que chaque peuple a son âme qu'il faut respecter. Merci, Monsieur Balima, d'être passé nous voir. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Je recevais pour vous Monsieur Issa Balima, président de l'Union des forces centristes. On s'arrête là pour aujourd'hui et on s'arrête là également pour quelques semaines. La reprise de votre émission sur la brèche, c'est pour le mois de septembre, juste quelques semaines de vacances et j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver courant septembre. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.